Bonjour à toutes et à tous et merci de rallier Eden Télévision dans l'actualité ce jour. La tournée du ministre de l'Eau et des Mines sur les sites des forages dans la commune d'Abomey-Calavi, Samou Seydou Adambi, y est allé constater l'effectivité de la mise en œuvre du projet d'accès universel à l'eau potable pour tous les Béninois à l'horizon 2021. Toujours dans cette édition, les électeurs maliens ont décidé de reconduire Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du pays. Après la réélection, l'opposition appelle à la mobilisation citoyenne. Les détails sont assurés dans cette édition. Et puis, l'émotion est intense de par le monde à l'annonce du décès de la reine de la soul music. C'est une série d'hommages à l'icône de la soul music. Barack Obama, Donald Trump, Elton John et bien d'autres grandes voix de la musique lui ont rendu hommage. À nouveau, merci encore une fois de préférer l'actualité sur Eden Télévision. Eh bien, nous l'ouvrons cette édition par la tournée du ministre de l'Eau et des Mines sur les sites devront abriter les forages pour la mise en œuvre du projet accès universel à l'eau potable pour tous les Béninois à l'horizon 2021. Je vous en parlais justement au sommaire. Il y était ce 15 août, bien évidemment, dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément dans l'arrondissement de Glodjigbe. Le point de la visite est à suivre, bien évidemment, avec Horacia Diodji et Denis Maroya. L'accès universel à l'eau potable pour tous les Béninois à l'horizon 2021 est un projet phare du programme d'action du gouvernement. Et dans le cadre de la réalisation de ce projet, le ministre de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a entamé une tournée de contrôle et de suivi dans certaines communes du Bénin. Dans la commune d'Abomey-Calavi, plus précisément à Glodjigbe, ce 15 août, le ministre, accompagné d'une délégation, était sur le site devant abriter ce projet. Les travaux qui sont prévus pour durer 16 mois ont connu quelques difficultés. La mise en œuvre du projet rencontre un certain nombre de problèmes, de difficultés que la mairie et la préfecture qui est à nos côtés sont en train de nous aider à lever au fur et à mesure. C'est essentiellement des problèmes qui sont liés au foncier. La mairie a des solutions, mais nous avons compris au cours de cette visite du ministre que les solutions sont trouvées. C'était des questions essentiellement foncières qui sont donc en train d'être réglées, sinon réglées. Les papiers vont sortir très rapidement, dans une semaine, mais le travail a commencé déjà, les gens sont rassurés, nous avons discuté avec toutes les parties prenantes et je crois que le travail maintenant peut commencer. Grâce à la descente du ministre, ces difficultés ont trouvé solution et les travaux devraient continuer normalement. Fondamentalement, on ne voit rien sur le terrain, mais les forages étaient déjà réalisés. Sur la voie qui nous a conduit ici, vous avez pu voir les forages de part et d'autre qui sont déjà réalisés. Tout ce qui reste là maintenant, c'est les conduites, la station de traitement et le château. Pour la station de traitement et de refoulement et le château, les questions foncières qui se posaient donc ont été lapidées et avec l'appui du préfet, je pense que d'ici la fin du mois, on aura oublié ça définitivement et l'entreprise donc pourra aller de façon très sérieuse et rapidement dans l'exécution de ce projet. Selon le ministre de l'Eau, le projet du système d'adduction en eau potable des populations dans la commune d'Abomey-Calavi est scindé en 3 phases. La première est en cours et les 2 autres phases seront lancées très bientôt. À la fin de la dite tournée, le ministre Samou Seydou Adambi a fait le point général de ses différentes visites dans tous les départements du Bénin. Je vous propose ici un extrait de sa présentation. Il faut dire que nous sommes satisfaits globalement et s'il me permet d'aller étape par étape, à Djougou, satisfait total. Certes, il reste encore ce que la population s'active pour s'abonner sur les 1100 kits de branchement à coût réduit qui ont été mis à la disposition de la Donga. Pour l'instant, nous n'avons que 600 qui sont partis, il reste encore donc 500, c'est vrai que ça ne fait qu'un an. Et puis les difficultés également, les conditions, les conditionnalités pour s'abonner. Avec le directeur général avait déjà annoncé à Djougou qu'il faut les revoir pour réduire en fait ces contraintes-là. Lorsqu'on arrive à Parakou, on a eu quelques difficultés et puis les consignes ont été données. La SONEV également a été instruite dans ce sens. Le DG puis les responsables des entreprises ont pris l'engagement ferme pour en fait respecter les délais contractuels. Et arriver dans les collines,
Bon, on a constaté également qu'un retard a été accusé sur le chantier de construction des 2 barrages, à Yoko et l'IFO. Donc, mais l'entreprise a promis redémarrer à partir d'octobre, quand les pluies vont baisser d'intensité. Parce qu'actuellement, les cours d'eau sont suffisamment puissants. Donc, on ne peut pas faire les travaux de barrage, parce que là, c'est avec les eaux de surface. Arrivé à Abomey, je dirais que c'est une satisfaction également à ce niveau. Abomey, Boycon et tout le plateau d'Abomey, parce que le chantier évolue normalement, les canalisations, les conduits sont dans la phase de pause, actuellement on a pu voir. Les infrastructures, ou bien les ouvrages, si je peux me permettre, sont à un niveau acceptable. Et donc l'horizon de décembre 2018, pour pouvoir alimenter déjà en eau potable en permanence pour ceux qui sont déjà abonnés, a été également un point clé des discussions que nous avons pu avoir avec à la fois le bureau de contrôle et l'entreprise en charge des travaux. Et nous quittons la délégation du ministre de l'Eau, Samo Seydou Adambi, pour faire un tour à présent au carrefour Sika Toyota. Nous sommes à Védocor, plus précisément à Cotonou. Un constat tombe bien sous le sens, l'état de dégradation du tronçon. Des nids de poules, que dis-je, de gros trous qui empêchent la fluidité de la circulation. Vous allez le voir dans le reportage que vous suivrez dans quelques secondes et l'entendre aussi dans un instant. C'est un calvaire que vivent les usagers de cette voie. Le constat est fait par Fréjus Seoulan et Denis Maroya. Cotonou, capitale économique du Bénin, nous sommes ici, au quartier Védocor. À ce grand carrefour Sika Toyota, la circulation est pénible. La dégradation du bitume est un calvaire pour les usagers de la route. Les automobilistes et motocyclistes avertis ralentissent dès qu'ils arrivent à ce niveau de la chaussée, effondrée par endroits et formant des nids de poules. Quant aux autres, surpris par la présence de ces trous, ils luttent pour maintenir l'équilibre. Mais tous n'ont pas toujours réussi. Évidemment, nous déplorons beaucoup de cas d'accidents. Beaucoup. Constater, à voir ce que nous rencontrons ici, des gens tombent parfois et on a eu des cas d'accidents un peu graves ici. La fois dernière, il y avait eu même un vieux qui est tombé, il a eu une déchirure crânienne. Donc nous exauçons le gouvernement, l'actuel gouvernement et son Excellence le président Patrice Talon à y penser à cela. Parce que cela fait partie aussi de son plan de développement. Des nids de poules sur le bitume en plein cœur de Cotonou, la ville vitrine du Bénin. Pour les mototaxis de Sika Toyota, la situation est regrettable. Tel que la voie se présente, ça ne honore pas le pays, ça ne honore même pas la ville, donc c'est déplorable. Et moi, j'en ai parlé plusieurs fois, j'en ai parlé sur plusieurs chaînes de télévision, mais depuis rien n'est fait. C'était hier, un jeune avec son djanana ne savait pas qu'il y a un trou la main, arrivé à descendre, au niveau du guidon là, ça s'est cassé. Ça, c'est pas une fiction, c'est une réalité. Je parle en conséquence de cause, c'est une réalité. Et allez-y voir les dégâts. Surtout, quand il pleut là, il y a une océan qui s'installe là, et vraiment, ceux qui ne savent pas qu'il y a un trou là, ici peut-être, ils naïvement plus vraiment c'est déplorable, c'est déplorable. Toujours à ce carrefour Sika Toyota, sur la deuxième chaussée, menant au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou, la dislocation des pavés rend difficile la mobilité des véhicules. Juste à côté, la voie conduisant au collège d'enseignement général de Védocor est dans un état de dégradation avancée. Les pavés n'existent plus par endroits et détruits à d'autres. Les dallettes des caniveaux, elles, commencent par céder. Le tout dans un environnement insalubre. Merci Fréjus Seoulan Adonan. Nous changeons de registre du Wakoli. Nous vous en avons fait manger dans nos éditions précédentes. Nous y sommes encore. La commune d'Abomey-Calavi a abrité ce mercredi 15 août 2018 une célébration singulière, le Festival Wakoli. Outre les différentes manifestations culturelles, le Festival Wakoli se veut un creuset de rassemblement des filles et fils de la commune d'Abomey-Calavi. Le point avec Horacia Djodji et Romaric Devoshi.
À l'instar de leurs frères et sœurs de Savalou, les ressortissants de la commune d'Abomey-Calavi se sont retrouvés ce 15 août, pas pour célébrer la sortie de la nouvelle IAM, mais le Wokoli. Le Wokoli, ou pâte de maïs tiers, est un repas prisé des Haïzos, ce qui justifie ce choix de l'association des jeunes pour le développement de la commune d'Abomey-Calavi, AGED. Entre-temps, on allait à Savalou pour accompagner nos frères de Savalou, mais avec les difficultés de la voie, entre-temps, on a décidé de rester chez nous et les accompagner. Les accompagner comment? On va les accompagner avec TV. On a dit non. On a dit maintenant, comme nous sommes du Sud, on va les accompagner avec Wokoli. Parce que ces maïs on culture souvent chez nous au Sud. C'est pourquoi on a accompagné les gens de Savalou avec Wokoli. Cette fête de retrouvailles des résidents d'Abomey-Calavi a été rehaussée par la présence des autorités de la commune et du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, pour qui cet événement traduit l'union des fils et filles de la localité. Calavi a choisi d'aller chercher dans les tréfonds de nos traditions, de notre culture ou de nos cultures, Wokoli. Wokoli qui signifie tout. C'est la pâte de maïs. Or, Sodra, c'est comme ça que on l'appelle en Haïzo. On se retrouve ensemble pour manger. Ça veut dire que autour de Wokoli, ou bien tu manges avec ton gombo, ou bien tu fais de Wokoli au flé-flé. Ça dépend de ce que tu aimes. La 7e édition de la fête de Wokoli, passée dans la joie et la convivialité, entre ainsi dans l'histoire. Culture et tradition, cette fois-ci, le Conseil national des cultes endogènes du Bénin a procédé ce mardi 14 août dans un hôtel de la place à la vulgarisation du code de la déontologie des praticiens des cultes endogènes et de la charte des pratiques des cultes endogènes. Carole Olaye et Fiacre Voitan nous font le point. Plus de dérives a priori dans le camp des praticiens béninois des cultes endogènes. Décidés à assainir leur secteur, ces derniers ont désormais ce sur quoi se baser afin de respecter strictement les règles et normes morales et éthiques qui régissent leur religion. Il s'agit de la charte et du code de déontologie des praticiens des cultes endogènes au Bénin. Des œuvres conçues et élaborées par le Conseil national des cultes endogènes au Bénin, CONASEB. Les associations intervenant dans le monde endogène est régulièrement enregistrée au ministère de l'Intérieur et certains hauts dignitaires de la tradition béninoise se sont retrouvés à la conférence nationale des forces vives et autres acteurs des cultes endogènes pour mettre sur pied la structure dénommée Conseil national des cultes endogènes du Bénin, en abrégé CONASEB. C'est pour faire connaître au public béninois et au monde entier les organes et les documents issus de cette mémorable conférence que nous nous trouvons ici ce jour, mardi 14 août 2018. Au cours de la cérémonie de vulgarisation de ces deux documents, devant désormais servir de guide pour ces praticiens, le professeur David Kofi Aza, président du CONASEB, entend avec ses pairs pérenniser et faire taire les préjugés et doutes émis sur les cultes et pratiques endogènes. Il entend promouvoir également les valeurs morales et citoyennes, gage d'un réel développement de nos traditions et cultures. La culture est au service du développement. C'est pourquoi le CONASEB entend tout mettre en œuvre pour le développement du tourisme en général et celui religieux en particulier. Et ce faisant, le CONASEB que nous dirigeons s'inscrit dans la vision du chef de l'État dans le domaine de la promotion culturelle, touristique et de nos valeurs endogènes. Et c'est pourquoi le CONASEB, à travers ma voix,
s'engage résolument à apporter son soutien au chef de l'État et son gouvernement dans la réalisation du programme d'action du gouvernement, surtout en ce qui concerne la promotion de nos valeurs endogènes. De quoi rassurer le peuple béninois du sérieux, la richesse et l'efficacité des pratiques endogènes de plus en plus abandonnées au profit des religions importées ou dites modernes. L'actualité dans la sous-région ouest-africaine maintenant. Un proche du candidat de l'opposition à la présidentielle malienne, Soumaïla Cissé, a déclaré que la victoire annoncée du président Ibrahim Boubacar Keïta ne reflète pas la vérité des urnes et en appelle à une grande mobilisation citoyenne. La victoire annoncée pour un second mandat du président malien Ibrahim Boubacar Keïta ne reflète pas la vérité des urnes et sera contestée par tous les moyens démocratiques, y compris devant la justice, a déclaré jeudi un proche du candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé. Ce sont leurs résultats. Ils ne reflètent pas la vérité des urnes, a déclaré depuis le quartier général de Soumaïla Cissé son chef de campagne, Thiébile Dramé, estimant que le 12 août, jour du second tour, est un jour noir pour le Mali. Ces résultats publiés par le camp du président sortant résultent d'un trucage monstrueux, d'une manipulation du suffrage des Maliens, d'un bourrage d'urnes d'une autre époque. Le régime a tout entrepris pour obtenir les résultats annoncés ce matin. Instrumentalisation de l'administration, achat de conscience, bourrage d'urnes, falsification des résultats issus des urnes. Nous lançons un vibrant appel à la mobilisation citoyenne pour exercer une pression populaire pacifique et démocratique afin de faire respecter le vote des Maliens. La chef de la mission d'observation de l'Union européenne a déclaré quant à elle n'avoir constaté aucune fraude, seulement des irrégularités procédurales lors du second tour de la présidentielle au Mali, notant que son mandat n'était pas de juger si les élections sont crédibles. Madame, je peux vous dire déjà dès maintenant que ce n'est pas à nous de statuer et si les élections sont crédibles. On fournit des éléments, on donne des recommandations, on observe et il y a des institutions qui sont là pour pouvoir analyser tout ce que les candidats peuvent emmener en recours. Nous avons remarqué avec satisfaction que les autorités en charge de l'organisation des élections ont apporté des améliorations. C'est ainsi que les exigences de transparence exprimées depuis le premier tour par notre mission ont rencontré un écho partiellement favorable au niveau des autorités électorales. Je peux affirmer que nos observateurs n'ont pas observé des fraudes, mais plutôt des problèmes d'irrégularité procédurale. Ibrahim Boubacar Keïta a recueilli 67,17% des voix lors du second tour le 12 août 2018 contre 39,83% à l'opposant Soumaïla Cissé, un ancien ministre des Finances de 68 ans, selon des résultats officiels annoncés jeudi matin qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. Lors de la présidentielle de 2013, Keïta, dit Ibeka, l'avait emporté avec 77,6% des suffrages, déjà sur Soumaïla Cissé, qui avait alors reconnu sa défaite avant même l'annonce des résultats officiels. Pour son second mandat qui débutera le 4 septembre, Ibrahim Boubacar Keïta aura la lourde tâche de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rébellion à dominante Touareg, dont la mise en œuvre accumule les contretemps et qui n'a pas empêché les violences de se propager du nord vers le centre du pays et vers le Burkina Faso et le Niger voisin. Et du Mali, rendons-nous maintenant au Kenya. Toast à la mode, les tartines d'avocats font fureur parmi les jeunes Européens, prêts à débourser une bonne dizaine d'euros pour y goûter. Le Kenya compte bien sûr surfer sur cette tendance en développant davantage sa production d'avocats. Reportage. Dans cette ferme à Tika, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Nairobi, les avocatiers prennent de plus en plus de place. Simon cultive toutes sortes de fruits et légumes, mais les avocats sont sa priorité. Il a commencé à en produire il y a 10 ans et il continue à planter de nouveaux arbres. Vous voyez, ça pousse. Aujourd'hui, sa ferme compte 210 avocatiers qui produisent 7 tonnes par an. Une culture qui nécessite peu de soins et rapporte d'importants bénéfices.
Le café nécessite beaucoup de travail et d'entretien, alors que les avocats, c'est beaucoup plus facile. On gagne plus d'argent en travaillant moins. Le gouvernement kényan a bien compris le poids croissant de la culture des avocats dans son économie. L'année dernière, les exports ont augmenté de 15%. L'État encourage les agriculteurs à planter plus d'avocatiers. C'est aussi un moyen de lutter contre le chômage. Nous encourageons aussi les jeunes qui n'ont pas forcément de travail à s'intéresser à ces opportunités d'investissement. Dans les pays occidentaux, l'avocat est à la mode. Pour répondre à cette forte demande, les agriculteurs kényans augmentent leur production. Bernard travaille pour une société d'export qui a doublé ses commandes d'avocats l'année dernière. La demande augmente en particulier pour ces pays développés où les gens se préoccupent plus de leur santé. Les avocats kenyans sont produits de manière biologique, c'est-à-dire que le niveau de pesticides est presque réduit à 0. C'est pour cela qu'ils sont populaires. Traditionnellement, les Kenyans mangent peu d'avocats. Plus de 90% de leur production est donc destinée à l'export. Le gouvernement est actuellement en pourparlers avec la Chine et la Corée pour inonder ces nouveaux marchés d'avocats kenyans. Et oui, un mot de culture maintenant avant de mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Des avocats et différentes couches de la société américaine se recueillent devant l'église où Aretha Franklin a commencé sa carrière de chanteuse de gospel. Je vous en parlais au sommaire. La légende américaine de la soul, Aretha Franklin, interprète d'immenses succès et combattante inlassable des causes du féminisme et des droits civiques, est décédée jeudi à son 16 ans, suscitant un torrent d'hommages. La famille de l'artiste a indiqué qu'elle s'était éteinte à son domicile de Détroit, dans le Michigan, des suites d'un cancer du pancréas. Jeudi, la New Bethel Baptist Church, l'église dans laquelle officia son père pasteur, s'est transformée en lieu de recueillement. Des anonymes sont venus y déposer fleurs, ballons et même ours en peluche, tandis que le son des principaux succès de la diva s'échappait du bâtiment. Pour le révérend Charles Turner, le départ de Aretha Franklin est une grosse perte. La reine de la soul, à laquelle un cancer avait été diagnostiqué en 2010, recevait depuis plus d'une semaine des soins palliatifs à son domicile de Détroit. Sa disparition est un choc pour ses voisins. And we know that Aretha is not just ours. You know, Aretha was the world's. But on sait qu'Aretha n'était pas qu'à nous. Aretha était à tout le monde. Mais dans tout ce qu'elle signifiait pour nous en tant qu'habitants. L'agente de longue date de l'artiste, Gwendolyn Keane, a annoncé à la presse locale que la date et le lieu des funérailles ne seraient vraisemblablement pas communiqués avant le début de la semaine prochaine. Le maire de Détroit, Mike Duggan, a indiqué, sans plus de précision, que de nombreux événements seraient organisés à Détroit pour rendre hommage à cette étoile de la musique américaine. Selon l'artiste Turner, l'Amérique perd un monument. Elle représente la musique soul noire, la musique légendaire, la musique qu'on n'entendait pas vraiment de nos jours, la musique qui doit revenir à Détroit en Amérique. Fille de pasteur, Aretha Franklin a fait ses gammes dès 9 ans en chantant du gospel à la New Bethel Baptist Church où officiait son père, connu également pour ses engagements en faveur des droits civiques. En plus de 60 ans de carrière, la diva aura incarné la vague soul qui a transformé la musique moderne et inspiré des générations d'artistes. Ouverte aux collaborations, elle aura enregistré avec des artistes de divers univers, classiques, pop, rock et rap, capables de transposer sa voix chaleureuse, mélange de puissance et sensibilité dans tous les univers. Aretha Franklin avait chanté lors de la cérémonie d'investiture du premier président noir de l'histoire des États-Unis d'Amérique en 2009. Et c'est donc la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Retenez que l'actualité se poursuit sur notre site internet www.benin-eden.tv et sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux, à savoir notre page Facebook, Twitter et sur YouTube. Vous avez justement pu suivre tout ceci en direct sur YouTube. Bonne journée et à très vite.